la pluie qui viendra, sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Je passe la parole à Jean-Jacques Lingua. Merci. C'est marrant parce que Boubaba, qui est à ma droite, parle des Yengui qui sont dans le nord. Et je crois comprendre que la ramification est tellement grande qu'au final, il vaut mieux dire une seule chose, c'est que tous les Gabonais sont parentés. Nous avons tous, autant que nous sommes, des liens de parenté les uns avec les autres. Ça me rappelle un tout petit peu le discours de Lobian qui est enfermé aujourd'hui. J'ai quand même une petite pensée pour lui, pour tous les prisonniers politiques actuels au Gabon, qui disait tout récemment, en parlant de M. Ali Bongo, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un parmi nous? Effectivement, je crois que ni dans la pratique, ni dans les mœurs, ni physiquement, cet homme ne ressemble à personne parmi nous, parmi les Gabonais. C'est une parenthèse que j'ai bien voulu ouvrir. Je veux reconnaître ici que c'est pas aisé de prendre la parole après un discours aussi éloquent de M. Boubaba. Pour redéfinir un tout petit peu le cadre qui nous réunit aujourd'hui, c'est que nous avons pensé à faire une causerie. Une causerie, effectivement, elle nécessite un échange, des contributions et peut-être aussi des questions, pourquoi pas. Pour dire que nous ne maîtrisons pas, évidemment, la science absolue des sujets que nous allons évoquer ça et là. Moi, particulièrement, je voudrais vous entretenir sur le rôle de la diaspora gabonaise en France. Peut-être qu'avant d'aborder le rôle de cette diaspora, il faut parler de la définition du terme diaspora en tant que tel, qui évidemment parle de l'ensemble des races éparpillées dans le monde. On se rend à l'évidence que la diaspora gabonaise a conservé le terme éparpillé, parce que c'est le cas pour nous aujourd'hui. Nous sommes éparpillés, tellement éparpillés que notre potentiel, quel que soit le degré de sa puissance, il se trouve que ce potentiel disparaît dans cet éparpillement. J'ai envie de dire par là que si on était un tant soit peu unis quelque part, je crois comprendre que la diaspora gabonaise ne serait pas aussi faible parmi toutes les diasporas africaines, j'ai envie de dire, ici en France. Donc en partant donc de cette définition, on retrouve ma propre histoire, parce que je pense qu'il vaut mieux m'attarder dessus, puisque j'ai fait un cheminement qui m'a amené, après mes études au Gabon, en France, pour les terminer en France. J'ai commencé à travailler en France. Par la suite, je suis allé au Gabon, travailler au Gabon en 2010. Au bout d'un an, j'ai donné ma démission de la fonction publique pour revenir en France. Ça veut dire que, quelque part, je me suis posé la question de ma propre existence en tant que membre de la diaspora. À partir de ce questionnement, je me dis, c'est peut-être aussi la même chose qui vous arrive. Hein. Parmi vous, il y en a qui ont fait un parcours en tant qu'étudiant, qui l'ont fait ou le font encore en tant que travailleurs, et par la suite, viendra la retraite. À quoi nous servons pour revenir maintenant à définir un tout petit peu le rôle de la diaspora gabonaise en France? Nous sommes cette diaspora, j'ai envie de dire, la plus moribonde qui soit, parce qu'elle est inactive, totalement inactive. À quoi servons-nous pour ceux qui sont restés derrière? À quoi servons-nous pour ceux qui sont avec nous ici? Je suis tombé tout récemment sur un forum qui parlait des accidents, des différents accidents qui ont eu lieu au Gabon. Le grand samedi noir dont vous avez sûrement souvenir.
Et c'est sur ce moment-là que je me rends compte que les gens sont en train de s'organiser pour aider les familles. J'ai envie de dire, c'est une bonne action, c'est une bonne chose, mais franchement, est-ce que ça a quelque chose de durable? Est-ce que ça a quelque chose de sûr, de rentable pour que ceux qui sont restés derrière nous, qui continuent de souffrir, de vivre le sévice du système Bongo, puissent au moins bénéficier de la séparation, hein, parce que c'en est une, la séparation qui s'est faite entre eux et nous. Ici, je ne vous apprends rien, vous arrivez à vous débrouiller. Quand je suis reparti travailler en 2010, j'ai eu, j'ai envie de dire, très souvent, c'est une grâce de me retrouver affecté dans le Olentem, chez moi, en tant que coordonnateur provincial des affaires sociales. Mais je vous dis, les mots sont pas assez forts pour décrire la misère dans laquelle vivent les Gabonais aujourd'hui. Je croyais que le Olentem pourrait sortir du lot. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que lors de la mondialisation est en train d'entamer toutes les couches sociales qui étaient traditionnelles et qui aujourd'hui se résument à vivre dans un cadre quasiment urbain, où on achète tout. Celui qui n'a pas fait d'enfant et qui se retrouve rattrapé par le poids de l'âge, se retrouve effectivement sans rien. Et évidemment, la fibre solidaire, elle a totalement disparu. Le système a fait en sorte que l'esprit de solidarité n'existe plus. Parce que, je vous le dis, je gérais au quotidien pour les personnes en difficulté. Mais les seuls dons, évidemment, devaient venir de la Fondation Sylvia Bongo, parce que c'était le véritable ministère des Affaires sociales. Je fais donc ce petit débriefing par rapport à ce que les gens vivent au pays pour me réinterroger sur le rôle qui est dévolu à la diaspora gabonaise en France. Qu'est-ce qui nous empêche de nous organiser pour pouvoir payer un impôt pour notre pays? Parce que entre nous, il y a sûrement des gens qui aident leur famille, hein, qui contribuent au quotidien de ces familles. Mais je crois comprendre que si on était nombreux et de manière structurée à aider nos familles, l'aide serait beaucoup plus salutaire et plus, je dirais, louable et plus étendue, plus efficace. Donc, c'est sur ces sujets que moi, je souhaiterais vraiment qu'on puisse s'entretenir pendant le petit temps qui va nous rester pour qu'il y ait des échanges. Et je souhaite, moi, franchement, qu'au sortir de cette rencontre, qu'on puisse arrêter quelque chose ensemble pour définir notre rôle. Que notre rôle ne se limite pas seulement au pays, on parle des bœufs votants, mais moi je dis, en France, nous sommes de la viande électorale, tout simplement. Parce que quand on entend parler de la diaspora gabonaise en France, c'est aux alentours des élections. Les 7 années qui sont passées, les 6 années qui viennent de passer, pas un seul instant, je n'ai entendu de grandes interrogations autour de ce que nous faisons, ce que nous valons, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait pour notre pays. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il existe une diaspora parce que nous sommes à une dizaine de jours, une quinzaine de jours de l'échéance électorale. Alors, est-ce qu'au final, je vais terminer par là, les intellectuels qui occupent la grande sphère de la diaspora gabonaise en France préfèrent que leur rôle s'arrête à accompagner le pouvoir aux élections? Parce que j'ai quand même été témoin de plusieurs élections ici depuis 1993. J'ai envie de dire que les choses se ressemblent. C'est quasiment pareil, ça se passe de la même manière. Nous sommes toujours là pour accompagner le pouvoir parce que c'est lui seul qui décide de ce qu'il veut faire de la diaspora. En 2009, vous l'avez bel et bien vécu, où André Mbobam est passé en région parisienne, ne fût-ce que ça, et Michel de Bonnecorse l'a bien rappelé dans un élément télévisé, où il disait que les chiffres avaient été inversés, les résultats avaient été inversés. Alors, faut-il que davantage nous continuions
à accompagner ce pouvoir, à inverser les résultats, alors auquel cas, à quel moment nous allons nous lever pour dire non à ce système, pour lui demander de structurer un peu plus de manière, je dirais, administrative, de manière légale, qu'on puisse avoir un statut légal, la diaspora. Nous n'en avons pas. Nous existons en tant que Jean-Jacques Eyi, une personne isolée qui a choisi de s'isoler en France sans plus. Et après, ça s'arrête là. Si jamais j'ai des soucis un jour, ce sont mes soucis. Le voisin, Mugamba, il n'est même pas au courant de mes soucis. Et pour trouver des solutions, évidemment, je n'ai pas besoin de X ou de Y. Mais il arrive quand même à un moment donné où on se rend à l'évidence que la vie des êtres humains, elle est liée. Nous sommes liés les uns avec les autres. Je me pose la question de savoir quel est le statut juridique, légal, sociologique, social, sociétal de la diaspora gabonaise en France. En tout cas, le problème de la paix se pose de manière fondamentale au Gabon. J'ai constaté que les cimetières, pendant qu'on nous parle de paix, mais les cimetières grossissent. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette situation? Vous voyez, donc il n'y a pas de paix du tout, de paix possible s'il n'y a pas de justice. Parce que là encore, c'est un domaine qu'il va falloir, sur lequel il va falloir qu'on s'attarde un peu plus. Je voudrais revenir sur la situation de la diaspora. Je crois que ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est une analyse qui serait, j'ai envie de dire, superficielle. Parce que nous ne tenons pas compte de certaines réalités. Quand on prend la constitution gabonaise, l'article 10, le même article 10 qui fait des remous, il touche aussi la diaspora en son article 4, je crois, ou 3, quelque chose dans ce sens. Parce que, effectivement, les membres de la diaspora, moi celui qui a vécu à l'extérieur du Gabon pendant plus de 12 mois, n'a même pas la possibilité de déposer une candidature à la présidence du Gabon. Ce n'est pas possible puisque l'article 10 l'exclut totalement. Nous sommes les exclus des réalités politiques gabonaises. Moi je crois que c'est sur ces bases-là qu'il faut qu'on arrive à se poser les vraies questions. Notre constitution nous exclut totalement des réalités politiques gabonaises. Je ne vois pas comment est-ce que je vais devoir arrêter tout ce que je suis en train de faire, toute ma vie, avec toute ma vie de famille et autres, et professionnelle, pour aller vivre 12 mois d'emblée au Gabon, évidemment sans travail, sans rien, pour attendre être candidat, déposer ma candidature à la présidence. Donc sur ces faits réels, il faut qu'on ait le temps de nous attarder. Il faut qu'on se pose les questions à ces niveaux. Donc il y a cet article 10 qui nous touche aussi, comme il touche déjà l'usurpateur qui est au pouvoir aujourd'hui. En parlant à nouveau de la diaspora, en 2009, nous avons fait des démarches auprès de l'OFPRA, qui est l'Office français pour les apatrides, les réfugiés apatrides. L'OFPRA présentait 7 Gabonais demandeurs d'asile. En 2016, il y a eu une centaine. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Et après les élections, je crois que le nombre, il va doubler. Ça n'interpelle pas évidemment le pouvoir. Il est là pour ses propres intérêts. Je voulais aussi faire une petite parenthèse sur l'intervention que faisait Christian tout à l'heure, pour revenir sur mon expérience sur le terrain au Gabon. Évidemment, ce que vous avez remarqué dans les différents villages que vous avez traversés, c'est cette structuration de la société agricole qu'il nous faut, on en a besoin. J'ai toujours en travers de gorge le fait que mon propre père, qui était paysan et agriculteur, soit mort sans retraite. Il n'y a pas de retraite pour les agriculteurs au Gabon. Et pourtant, c'est eux qui font vivre toute la société gabonaise.
On aura beau nous dire que tout s'achète, non, tout ne s'achète pas. Les gens qui vivent à Mimongo dans les villages reculés, ils vivent du fruit de leur récolte agricole, ça c'est une réalité. Donc pensez aussi à un moment donné à reconstruire, à structurer nos villages pour que nos paysans puissent accéder à un droit de retraite, qu'ils aient un droit de retraite à un moment donné. Francky Badinga parlait du pays, enfin moi de l'apport de la diaspora vis-à-vis de nos familles qui sont restées. Je crois qu'il y a deux dimensions qu'il a fait bien d'ailleurs de ressortir. C'est la dimension pays et la dimension famille. Nous sommes aujourd'hui résolus à la dimension famille. Je crois que si nous sommes suffisamment intelligents, il faut qu'on pense à la dimension pays. Pour que ce ne soit plus un petit effort de Jean-Jacques Ayé pour pouvoir faire vivre sa famille. Parce que j'ai souvent une anecdote par rapport à cette situation où je passe mon temps à soigner mon fils qui est resté au pays parce que j'ai les moyens de le soigner, sauf qu'il se fait contaminer tous les jours par le voisin, à l'école, dans la rue. Or, si je contribuais à soigner et mon fils et le voisin, ça veut dire que c'est plutôt tout le pays qui serait soigné, au lieu que je ne soigne mon seul fils. Nous avons essayé de faire des démarches dès 2010, quand je suis revenu en France, avec l'association que je dirige en ce moment, l'Observatoire gabonais sur la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons, au niveau de la ville d'Antony, parce qu'il y a une cité universitaire dans cette ville, on s'est approché des étudiants et nous avons essayé de constituer un vivier évidemment des têtes pensantes, des cerveaux pour la République. Je crois que ça a fait une histoire de 2 mois. Au bout de 2 mois, je vous raconte une histoire vraie. Les 3/4 de nos adhérents, de ceux qui avaient adhéré à cette idée, ont été rappelés au pays parce qu'ils ont trouvé un poste de travail. Et pourquoi tout ça? Quand on a fait l'analyse de la situation, on s'est rendu à l'évidence que le pouvoir a eu l'information que nous sommes en train de constituer un vivier d'étudiants pour pouvoir arriver un jour à les placer, soit au pays, soit ailleurs, dans le monde. Parce que là, on a retrouvé des informaticiens, des biologistes, comme disait Francky tout à l'heure. Et là-dessus, nous avons constitué un bon vivier qui aurait pu servir à ce que nous puissions les placer soit dans notre pays d'origine, soit ailleurs, pourquoi pas en France. Mais le pouvoir est tellement à l'affût de ce genre de choses que ils ont tué l'initiative dans l'œuf. Donc, c'est une bonne chose. Je suis ravi d'ailleurs pour ces jeunes frères qui ont pu retrouver le travail l'instant d'après. Parce que j'ai vu l'ANGT descendre sur Antony l'instant d'après et la nymphe par la suite. C'était une bonne chose. Au moins, ils ont pu retrouver du travail. Alors sur le coup, si on multipliait ce genre d'initiatives pour pouvoir structurer la vie des étudiants et des travailleurs, on pourrait peut-être constituer une force qui amènerait, qui serait une force de proposition pour ce pouvoir-là, si jamais il change un jour, parce que je crois qu'il vaut mieux attendre qu'il change, hein, parce que dans l'état actuel des choses, ce n'est pas du tout faisable. Oui, Colette, franchement, je reconnais tout le mérite que tu as eu de pouvoir rassembler les Gabonais. Et j'avoue que ce n'est pas chose facile, et ça ne l'a pas été. Ton expérience sur la chose ne devrait plutôt pas te décourager. Je crois que ensemble, on peut reprendre ce genre d'initiative. Quand si on parle de changement de mentalité, je ne sais pas si c'est vraiment les mentalités qu'il faut changer, mais plutôt les décideurs du pays qu'il faut changer. Parce que quels que soient les efforts qu'on va fournir ici, au pays, ça se passera d'une autre manière. J'ai essayé des choses, hein, pour ne pas trop parler de moi et ne pas trop m'attarder sur le sujet. Quand je partais en 2010, j'ai fait des provisions. Je me suis dit, en attendant
que le dossier d'intégration à la fonction publique puisse aboutir, je vais devoir mener mes petites affaires de gauche à droite. Mais je vous rassure que les affaires d'un Gabonais au Gabon, ce n'est pas possible. Parce que tout est verrouillé, tout le système est verrouillé. Il y a des lobbies partout. Vous retrouvez le lobby béninois, le lobby marocain, le lobby sénégalais, le lobby malien, libanais. Il est même arrivé un jour où la personne qui s'occupait de charger mes camions m'a appelé pour me dire « J'ai du mal avec les Mauritaniens parce qu'ils disent que ton chauffeur n'est pas musulman. » Donc, vous voyez à quel point la chose est compliquée pour nous si on ne s'organise pas ici en amont. Merci. Excuse-moi, juste une petite intervention par rapport à ce que tu dis. Oui. Je crois que tout à l'heure je parlais de structuration de la diaspora. On ne peut pas structurer la diaspora en France par exemple sans que nous n'ayons un point de chute au Gabon. Ça veut dire que la diaspora doit avoir un allié de taille sur le terrain. Or, c'est ce qui nous manque à nous tous, parce que les actions individuelles, elles peuvent être porteuses, hein, ça c'est pas évident. Sauf que quand elles arrivent, tes bonnes actions, elles arrivent entre les mains d'un directeur d'établissement, j'ai vraiment l'impression que vous ne voyez pas comment la mentalité a évolué dans ce pays-là aujourd'hui. Oui, c'était juste pour rebondir sur la préoccupation de M. Charles V tout à l'heure. Malheureusement, ce sera aussi juste un témoignage que je vais apporter par rapport à mon vécu sur le terrain, pour vous dire que l'administration gabonaise, elle a un fonctionnement très très particulier. Ça veut dire que les livres que vous avez jetés à la poubelle ici, vous pourrez poser le même type d'acte au Gabon parce que vous n'avez pas la possibilité de les dispatcher, étant entendu que vous êtes sur le terrain. C'est faisable, c'est comme ça. Pour dire que, d'ailleurs je l'ai soulevé tout à l'heure, les actes sociaux relèvent du domaine de la présidence du Gabon. Les actes sociaux relèvent du domaine de la fondation Sylvia Bongo. Ça veut dire que moi qui j'avais toute une province, je ne pouvais pas poser d'actes de type social si je n'associais pas le gouverneur, pour que le gouverneur, lui, avertisse la présidence qu'il y a un acte qui va être posé, pour que la télévision passe, et qu'au final, l'acte ne soit même pas posé par moi, parce que il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver avec le programme de paiement des personnes handicapées, qui est anticipé par la présidence, et j'apprends que la présidence est sur le terrain, en train de payer les personnes handicapées. Ce qui fait que quand j'arrive, je ne récolte là que des plaintes, parce que évidemment ils laissent des gens, des ayants droit qui n'ont même pas eu accès évidemment à leurs droits, comme on dit. Donc vous voyez que c'est une administration qui a un comportement très particulier, j'ai envie de dire mafieux. Quand vous êtes gestionnaire d'un budget de l'État, ce qu'ils appellent les autorisations de dépenses de l'État, les ADE, lorsque vous les signez, pour qu'elles soient payées par le Trésor public, il faut que votre bordereau d'engagement soit obligatoirement suivi de la mention « service certifié fait-le ». Ça veut dire le jour de la demande, vous avez déjà certifié votre service fait. Et si ce n'est pas fait de cette manière, évidemment, vous ne saurez jamais où aller vous plaindre. C'est une administration mafieuse, qui ne dit pas son nom. La réalité, c'est celle-là. Ça veut dire que sur le terrain comme à l'extérieur, c'est pour ça que tantôt je disais que s'il faut structurer le travail, les avancées de la diaspora, il faut que la diaspora puisse avoir un point focal sûr, digne de ce nom, comme le disait M. Béhéné tout à l'heure, que évidemment, dans un cadre dictatorial, vous n'avez même pas la possibilité de dispatcher vos livres. Ce n'est pas possible. Ils décident de vous arrêter sur ce point, ils vont vous arrêter. Tant pis pour les ayants droit qui n'auront rien du tout. Ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur préoccupation. Donc, moi je pense qu'il faut absolument que nous, ici au niveau de la diaspora, qu'on se structure d'abord, n'en déplaise. Hein, et évidemment, il y a ces grandes différences qui font qu'il y en aura toujours qui vont tirer vers le bas, c'est une réalité.
mais le peu qui peut se structurer de manière efficiente, et évidemment ça apportera quelque chose à ceux qui sont restés au pays. Il en est des livres comme les médicaments, hein. Ça, je suis dans le domaine médical, ça m'est arrivé plusieurs fois. Cette fois encore, mon hôpital m'a donné un bus qui ne peut partir. Parce que justement, M. Ali Bongo a pris un décret selon lequel les véhicules de plus de 3 ans ne peuvent même plus rentrer dans le pays. Or, un véhicule de 4 ans est considéré comme neuf par le fabricant français. Nous, on en fabrique un, mais on n'en fabrique pas. Mais chez nous, 3 ans, il ne peut plus rentrer chez Bongo. Alors vous voyez à quel point. Hein. Donc voilà un tout petit peu ma contribution. J'attends la pluie qui viendra, sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Que Dieu m'accompagne lorsque le jour se lèvera, car ma vision me redonne espoir. Fais vivre mon enfant au-delà, si c'est né à l'essentiel, bien au-delà. Air Chris Mer.